Notre Europe, dans cette épreuve, démontre, comme elle l'a fait ces derniers mois, une unité remarquable. Elle doit désormais accepter de payer le prix de la paix, de la liberté, de la démocratie. Elle doit investir davantage pour moins dépendre des autres continents et pouvoir décider pour elle-même, en d'autres termes. Devenir une puissance plus indépendante, plus souveraine. Vous pouvez avoir les forces armées les plus avancées du monde, mais si vous n'êtes jamais prêt à les utiliser, à quoi servent-elles ? Il est temps que l'Europe passe au niveau supérieur. Il y a beaucoup d'Européens qui jusque-là s'étaient montrés hostiles, qui en une semaine ont décidé qu'ils allaient livrer des armes à l'Ukraine. Donc ça, c'est véritablement une révolution. Pour comprendre ce qui est en train de se passer et ce qui se joue en fait pour l'Europe et l'avenir de l'Europe, il faut revenir un petit peu sur l'histoire et ce qui s'est passé ces dernières décennies. Il me semble qu'il y a 3 périodes à distinguer dans cette histoire. La première période, le premier temps, la première époque, c'est l'époque de la guerre froide, où là, finalement, les lignes sont assez claires, avec 2 grandes puissances, les États-Unis à l'ouest, l'Union soviétique à l'est, et puis l'ensemble des pays européens, à l'exception de la Yougoslavie. Et c'est intéressant de retenir, à l'exception de la Yougoslavie, qui se positionne sous Tito comme non alignée. Eh bien, au fond, tout le monde est aligné sur l'un ou sur l'autre. On est soit dans le bloc de l'Est, soit dans le bloc de l'Ouest. Tout ça est stabilisé, ou en tout cas sécurisé, entre guillemets, si on peut se permettre cette expression, par la dissuasion nucléaire et le fait que, si jamais ça dérape, c'est le risque d'une attaque nucléaire d'un côté ou de l'autre, et comme il y aura forcément réponse, eh bien ce sera la fin, probablement la fin de la vie sur Terre. Cette première période, elle se termine, alors elle s'assouplit dans les années 70, on y reviendra, avec ce qu'on a appelé la détente, et déjà une volonté de coopérer entre les pays européens de l'Ouest et l'Union soviétique et les pays européens de l'Est, avec un certain nombre d'initiatives qui seront prises, en particulier au sein de la Conférence pour la sécurité et la coopération en Europe. Mais somme toute, on est dans quelque chose d'assez figé. À partir de la fin des années 80, on voit que bien l'Union soviétique et le bloc de l'Est rencontrent de plus en plus de difficultés, que les contestations montent, et conscient de cela d'ailleurs, le président de l'Union soviétique à l'époque, Mikhail Gorbatchev, tente de réformer, tente de prendre des initiatives, tente de se rapprocher de l'Ouest, mais il ne peut empêcher l'effondrement du bloc soviétique et la chute du mur de Berlin et tous les événements qui vont s'en suivre. Donc dans les années 90, c'est la deuxième époque, c'est le deuxième temps de cette histoire. On est dans une période, au fond, où les Occidentaux, et probablement à tort, et c'est ce que peut-être nous devons retenir aujourd'hui de cette histoire et en tirer un certain nombre de leçons pour l'après-guerre, en espérant que cette après-guerre en Ukraine vienne très très vite. Eh bien, les Occidentaux, croyant la fin de l'histoire, croyant que la démocratie, le capitalisme sont tellement supérieurs à tout autre système politique ou système économique, ont gagné cette guerre froide, eh bien, donnent un certain nombre de leçons aux Russes. En tout cas, les Russes ont considéré qu'ils étaient traités avec relativement peu de respect, et ils ont gardé quelques griefs de cette période-là. Et effectivement, à cette période-là, il y a des engagements qui sont pris par les Occidentaux, qui sont aujourd'hui documentés. Certains contestent encore ces engagements. Il y a de récentes publications qui tendent à prouver que les engagements avaient été pris, en particulier l'Union soviétique, la Russie, aurait accepté la réunification de l'Allemagne, moyennant des gages donnés par Helmut Kohl et les Occidentaux à l'époque, que l'OTAN ne serait pas élargie. Or, c'est dans les années 90 qu'on engage cet élargissement de l'OTAN. Et puis, au-delà de ces événements, c'est également dans ces années-là qu'on a un président, Boris Yeltsin, à la tête de la Russie, qui n'est pas le président le plus crédible qui soit. On se souvient de ces images où on voit Boris Yeltsin à moitié sous sauter sur les tables. Et ça, c'est quelque chose qui a profondément marqué les Russes. Et ces années 90 se terminent, qui plus est, avec une énorme crise pour la Russie, ce qu'on a appelé la crise russe, qui en fait
fait est une retombée, qui est une crise économique, qui en fait est une retombée de la crise asiatique, où le PIB russe, qui avait déjà été bien affaibli au moment de la chute du mur de Berlin, se retrouve quasiment divisé par deux en 1998 sous le coup de cette crise russe, et un État russe qui se retrouve au bord du défaut de paiement. Donc à la fin des années 90, on a une Russie affaiblie, c'est certain, sur tous les plans, politiques, économiques, stratégiques, mais on a aussi une Russie qui a honte de ce qu'elle est devenue. Et en fait, c'est dans cette situation-là, dans ce contexte-là, que arrive au pouvoir Vladimir Poutine, avec un discours radicalement différent de celui que tenaient ses prédécesseurs, et en particulier Boris Yeltsin, un discours beaucoup plus nationaliste, beaucoup plus patriotique, voulant restaurer la grandeur de la Russie et voulant protéger la Russie, voire pas encore avec un discours de conquête, mais protéger la Russie, ça peut vouloir dire beaucoup de choses. Donc ça, c'est la troisième période, c'est la période dans laquelle on est aujourd'hui. Et donc, toutes les années 2000 jusqu'à aujourd'hui, où Vladimir Poutine va essayer de repositionner la Russie, de restaurer la Russie. Alors, sur le plan politique et stratégique, par les différentes initiatives qu'il a pu prendre, en Europe ou ailleurs, on le voit, et sur le plan économique, en profitant largement de la manne que lui offre l'exportation de gaz et de pétrole. Et c'est à ce moment-là, en fait, que Vladimir Poutine pose et réitère à plusieurs reprises un certain nombre de lignes rouges qui ne seront probablement pas prises suffisamment au sérieux par les Européens ou les Américains. Il faut se rappeler que déjà à la fin des années 90, Jacques Chirac avait alerté les Américains sur le risque d'un élargissement de l'OTAN, le risque que cet élargissement ferait peser sur la sécurité européenne. Donc vous voyez, tout ce qui s'est passé était somme toute assez prévisible. C'est pas pour cela que ça cautionne une guerre en Europe. Mais quand on regarde dans une perspective historique, on s'aperçoit qu'on aurait dû être un peu plus attentif aux événements et à l'histoire et qu'on aurait peut-être un peu mieux compris ce qui allait se jouer. Quand on parle de sécurité européenne et d'architecture de sécurité européenne, pendant la guerre froide, c'était assez clair. On avait l'Est, on avait l'Ouest. L'Est qui gérait sa sécurité, qui organisait sa sécurité autour du pacte de Varsovie, et l'Ouest qui organisait sa propre sécurité, en tout cas la sécurité européenne, autour de l'OTAN et donc l'Alliance Atlantique. À la fin des années 60, début des années 70, vient l'idée que peut-être il faut essayer de rapprocher les deux blocs, essayer d'organiser de manière plus posée une sécurité en Europe au travers de coopération entre les deux blocs. Ça va être les accords d'Helsinki qui seront signés en 1975 dans le cadre de la CSCE qui deviendra l'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. Et les accords d'Helsinki, c'est au fond l'accord qui vient valider le fait que la voie au dialogue est ouverte entre l'Est et l'Ouest, en Europe en tout cas, pour garantir la sécurité européenne. C'est la période de la détente en fait. Il y a un certain nombre de traités de négociations pour limiter les armes en Europe, en particulier le traité SALT sur la limitation des armes nucléaires stratégiques. Il y a un certain nombre de négociations qui sont engagées sur les forces conventionnelles présentes en Europe. Donc on a cette idée qu'au fond, il faut penser la sécurité européenne comme une maison commune. On habite sur le même territoire, donc on a des différends, on a des désaccords, mais en discutant, en échangeant, on peut peut-être arriver à lisser ces désaccords et éviter tout conflit. Il y a un certain nombre d'éléments dans ce contexte, en fait, des accords d'Helsinki, de l'OSCE, qui conduisent à penser que, finalement, la situation, la guerre froide est relativement maîtrisée, qu'elle ne donnera probablement pas lieu à une guerre. Donc on voit que l'OSCE a joué un rôle crucial dans la sécurité en Europe. Et ce qui est intéressant, c'est que au fond, dans cette architecture de sécurité en Europe, on a trois positions qui s'affrontent pas parce qu'elles sont relativement compatibles, mais trois positions différentes. La première, c'est celle des États-Unis, qui considèrent et qui ont toujours considéré, y compris après la fin de la guerre froide, que la sécurité en Europe, c'était d'abord l'OTAN.
et l'Alliance Atlantique, d'où l'élargissement de l'Alliance Atlantique à tous les pays qui ont rejoint l'Union européenne, ou à la plupart des pays qui ont rejoint l'Union européenne. Donc ça, c'est un premier point. La deuxième position, assez logique, c'est la position de la Russie, qui, étant une puissance nucléaire, négocie avec les États-Unis, très clairement, mais qui n'hésite pas aussi à négocier et à aller discuter avec les pays européens, puisque nous partageons le même territoire. Et puis, vous avez une position assez originale des Européens, essentiellement portés d'ailleurs, on peut pas, c'est pas tous les Européens, mais essentiellement portés, et depuis longtemps, depuis le début des années 90, à l'époque de Mitterrand et d'Helmut Kohl, l'un chancelier de l'Allemagne, l'autre président de la France, considérant qu'au fond, la sécurité européenne, elle viendrait d'abord d'une négociation, d'une discussion, d'un contact permanent et d'une coopération permanente avec la Russie. Et ça a été toujours porté par les Européens. Et d'ailleurs, c'est une partition qui s'est rejouée il y a quelques mois. Lorsqu'en juin 2021, Joe Biden décide de rencontrer Vladimir Poutine à Genève. Vous vous souvenez, dans cette longue réunion où ils ont essayé de faire connaissance et d'échanger, eh bien, les Européens, Emmanuel Macron en tête, soutenu par Angela Merkel, ont demandé au Conseil européen, et donc à tous les chefs d'État européens, ont demandé une résolution qui leur permettrait de négocier eux-mêmes, Européens, avec les Russes pour une architecture de sécurité européenne qui était demandée depuis plusieurs années par la Russie, de repenser l'architecture de sécurité européenne. Donc, quelque part, les Allemands et les Français, à cette époque-là, suivis d'un certain nombre de pays européens, s'étaient étonnés qu'on discute de leur avenir sans les concerter, entre Américains et Russes, et sans les concerter directement. À cette époque-là, juin 2021, et c'est important de le rappeler, il y a à peu près un tiers des pays membres de l'Union européenne qui s'étaient opposés à cette résolution, considérant que l'Union européenne avait autre chose à faire que de s'occuper de sécurité européenne et que la sécurité européenne, c'était d'abord l'OTAN. C'est difficile de se prononcer aujourd'hui, mais clairement, moi je pense que oui. Pour différentes raisons. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu depuis une semaine ? On a quand même vu des Européens tous unis contre l'intervention de Vladimir Poutine en Ukraine. On a même entendu un certain Viktor Orban, assez proche de Poutine, pensait-on, qui déclarait qu'il ne croyait pas aux sanctions économiques, mais qu'une guerre était en cours en Europe et qu'il n'était pas temps d'être intelligent, mais qu'il fallait être uni. De la part de ce président hongrois que l'on sait fauteur de troubles en Europe, c'est quand même assez étonnant. Au-delà de cette anecdote, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, au mois de janvier dernier, un sommet européen des ministres de la Défense a été organisé à Brest. Les Européens ont fait une déclaration commune que l'on qualifie parfois de décalogue de Brest parce elle est en 10 points, cette déclaration, où finalement ils réitéraient les positions de Helmut Kohl et François Mitterrand au début des années 90, c'est-à-dire cette idée que les Européens devaient s'engager à tout faire pour garantir la sécurité européenne et au-delà de l'Union européenne par le dialogue, par la coopération et surtout pas par la guerre et le conflit. Le voyage des Européens vers une défense européenne, on le sait, on le critique souvent et on en rit souvent, on s'en moque souvent, il n'est pas nouveau. Il date quasiment de la fin des années 80, de la fin de la guerre froide en réalité, avec des aléas qui l'ont plutôt handicapé et où on a l'impression parfois que les choses n'ont pas bougé. Pourtant, les choses se sont quand même accélérées, il faut bien avoir conscience de ça. En 2016, suite à l'élection de Donald Trump, mais aussi au Brexit, où au fond les Européens se disent mais peut-on encore compter sur les Américains pour nous protéger ? Est-ce que l'article 5 fonctionnera encore si jamais on est attaqué par la Russie ? Et puis avec le Brexit, il y a cette idée que on est peut-être à la veille de l'éclatement de l'Union européenne et au-delà des questions de sécurité, l'Union européenne c'est aussi un marché unique, c'est un certain nombre d'intérêts économiques, d'intérêts de valeurs partagées et finalement on s'aperçoit que les Européens sont plus attachés qu'on ne pouvait le penser
financer à cette construction européenne. Donc 2016, les choses commencent à bouger, c'est l'époque où on prend l'initiative d'un fonds européen de défense, c'est-à-dire un budget européen qui viendra financer des projets d'armement européens, qui viendra financer l'industrie de la défense européenne. À l'heure où la plupart des Européens se fournissent en équipement militaire auprès des États-Unis, on s'aperçoit que c'est déjà un coup de canif dans le contrat, qu'il y a déjà une mutation des esprits qui est en cours. Et au fond, ce qui est en train de se passer aujourd'hui, certes, c'est une accélération de l'histoire parce que la guerre en Ukraine, mais c'est dans la logique de ce qui s'est passé toutes ces dernières années. Dans cette Europe, en fait, unie et réactive, ce à quoi nous n'avait pas forcément habitué l'Union européenne, il y a peut-être deux éléments qui sont à souligner. Le premier élément, c'est l'évolution, la mutation de l'Allemagne sur ce sujet. C'est vrai que la réaction européenne face à la crise, elle a été surprenante. Alors, sur les sanctions, oui, mais ce sont des sanctions, on en avait déjà imposées à la Russie en 2014, donc c'est pas là-dessus qu'on est le plus surpris. Là où on peut être véritablement surpris, c'est que les Européens se sont accordés pour activer un tout nouvel instrument, c'est la Facilité européenne pour la paix, c'est-à-dire c'est un budget que sont parvenus à construire les Européens pour finalement financer l'acquisition d'armements, voire la livraison d'armements à des pays qui seraient confrontés à une agression. Et donc, on est en train il y a beaucoup d'Européens qui jusque-là s'étaient montrés hostiles, qui en une semaine ont décidé qu'ils allaient livrer des armes à l'Ukraine. Et même plus que ça, c'est l'Union européenne qui, en tant qu'intégration régionale, qui va livrer des armes à l'Ukraine. Donc ça, c'est véritablement une révolution. Et dans cette révolution, il y en a probablement une autre, c'est l'annonce qui a été faite par l'Allemagne de doubler son budget militaire. Ça, c'est quelque chose, qui était pareil, qui était déjà dans les tuyaux depuis plusieurs années, puisque le budget de la défense allemand a très fortement augmenté, il a été encore augmenté au moment de la crise du Covid, mais on était plutôt en Allemagne sur une certaine prudence. On augmentait ce budget parce qu'on avait bien compris que le monde était devenu complexe et instable et qu'on devait pouvoir se défendre. Mais malgré tout, on avait plutôt durci sa politique d'exportation d'armes avec un certain nombre d'interdictions d'exportation d'armes vers en particulier l'Arabie Saoudite qui avait été décidée il y a quelques mois. Donc on voit qu'on était quand même dans une logique encore assez neutre et pacifiste de la part de l'Allemagne. Et là, on semble passer dans une toute autre dimension, une Allemagne qui véritablement veut se construire, non plus seulement comme une puissance économique, mais aussi comme une puissance stratégique, comme une puissance militaire. Alors, la France a applaudi, et c'était tout à fait logique, puisque c'est un élément fort dans la construction d'une défense européenne. Il faut malgré tout être assez prudent, parce que s'il y a bien un avantage que nous avions en Europe, c'est d'avoir, nous, cette conscience de l'importance d'être une Europe puissance et d'être une puissance militaire. Nul doute que nous devrons partager cette conscience et l'initiative, en fait, et les initiatives que nous avions l'habitude de prendre avec l'Allemagne dans les mois ou les années qui viennent. Le deuxième élément peut-être qui traduit la façon dont l'Europe a su convaincre de son unité et de sa réactivité, qui a surpris au-delà d'ailleurs des frontières européennes et probablement qui a fortement surpris Vladimir Poutine, c'est la façon dont tout ça a été appréhendé aux États-Unis. Aujourd'hui, plusieurs médias ont relayé la surprise des autorités américaines et du gouvernement américain face à cette unité et cette réactivité européenne. Et on le voit d'ailleurs dans les décisions qui sont prises. On s'aperçoit que quand on regarde les séquences de décisions qui sont prises, sur les sanctions par exemple, on a toujours, depuis 10 jours, on a d'abord les Européens qui annoncent des sanctions et on a l'impression que les Américains viennent à la suite. Alors il y a peut-être un décalage horaire entre les deux rives de l'Atlantique et on a peut-être l'impression qu'on est à la manœuvre alors que les Américains le sont aussi. Et il y a très certainement des négociations des deux côtés de l'Atlantique, mais il y a quand même une nouveauté aussi dans cette séquence, c'est la capacité des Européens à finalement
montrer et mettre en scène leur union et leur réactivité. Donc ça aussi, c'est nouveau. On a souvent accusé l'Union européenne et les institutions de l'Union européenne d'être assez nulles en matière de communication et d'être systématiquement le bouc émissaire des États. D'ailleurs, pour comparer peut-être un petit peu Bruxelles, l'Union européenne et l'OTAN, puisqu'une question, la question est souvent posée, de savoir est-ce que ça renforce l'OTAN ou est-ce que ça renforce l'Union européenne. Moi, j'ai l'impression que ça renforce plutôt l'Union européenne et que l'Union européenne a été véritablement très réactive et en capacité de s'adapter, là où on a l'impression que l'OTAN est quelque peu endormie depuis une dizaine de jours et le début de cette guerre. Et au fond, on peut se demander si c'est pas aussi ce que souhaitait Vladimir Poutine quelque part.